Ne regardez pas cette vidéo. Si vous connaissez Final Fantasy VII et que vous n'avez pas encore fait ce remake, ne regardez pas cette vidéo. Mais abonnez-vous quand même. Maintenant, là je vais vous spoiler la fin du remake. Et croyez-moi, ça n'a aucun intérêt si vous ne l'avez pas vécu. Donc si vous ne connaissez pas les jeux, foncez faire Final Fantasy VII, puis Crisis Core, puis Advent Children, et éventuellement Dirge of Cerberus, puis vous faites le remake et ensuite vous venez sur la vidéo. Voilà, à dans 6 mois. Salutations distinguées. Alors avant toute chose, je vais faire une petite parenthèse sur un point qui fait polémique à propos du jeu. Je parle bien sûr de l'absence de monde ouvert. Premièrement, Midgar n'a jamais été un monde ouvert. Et deuxièmement, FF7 n'a jamais été un véritable monde ouvert tout court. Après l'arc Midgar, on peut certes se déplacer librement sur une map monde plate, mais c'est tout. Évidemment, c'est dû aux contraintes techniques de l'époque, et cela permettait tout de même un bon sentiment d'exploration. Ensuite, les événements deviennent pratiquement couloirs, dès qu'on rentre dans la zone de notre choix depuis cette map. Cependant, oui, on est en droit d'attendre qu'un remake pousse le concept de monde ouvert plus loin qu'à l'époque, notamment pour le post-Midgar. Mais surtout, je tiens à dire que personnellement, je préfère nettement qu'une œuvre soit couloir lorsque ça lui permet d'avoir le niveau de narration et de mise en scène aussi exemplaire que spectaculaire que nous offre ce remake. Je ne suis pas particulièrement fan des mondes ouverts, parce que souvent la narration ne repose que sur l'exploration du monde et le sentiment de liberté du joueur, mais beaucoup moins sur la mise en scène et la qualité de la narration. Je ne fais pas ici une généralité, il y a bien sûr des exceptions, mais le public aujourd'hui n'aime plus le scripté. Paradoxalement, je pense qu'un bon script et une mise en scène adaptée sont salvateurs lorsqu'un réalisateur veut délivrer des émotions et raconter avec souci du détail une histoire pertinente. Voilà, ça c'était ma parenthèse sur la critique monde ouvert. Maintenant que c'est dit, revenons au sujet de base qui nous intéresse ici, la fin de ce remake. Alors là, je vais peut-être un peu m'emballer, mais si c'est ce que je pense, c'est du génie. Du génie cosmique. Clairement. Il me semble que ce remake est une suite. Je crois que ce qu'on nous a vendu comme un simple remake du FF7 original est en réalité sa suite directe, voire même la suite directe de Advent Children, le film qui se situait des années après les événements de l'original. Je m'explique. Je pense que tout vient de la phrase finale de Sephiroth dans Advent Children, I will never be a memory. Je pense que le Sephiroth que l'on affronte dans ce jeu est le Sephiroth que nous connaissons, l'unique, le même, celui qui a déjà tout vécu. Ça fait plus propre dit comme ça que si j'avais simplement dit c'est le Sephiroth du futur. Enfin bref, le Sephiroth original. Je vais tout expliquer, mais avant ça, j'aimerais qu'on détaille pourquoi c'est génial. Parce que des histoires de retour dans le passé, etc., c'est assez courant maintenant, ça surprend plus et puis même ça devient radicalement lourd. Là où c'est génial, c'est la manière avec laquelle c'est fait. Le joueur est complètement pris au dépourvu. Il est persuadé de jouer à son Final Fantasy VII tranquille avec de beaux graphismes et une superbe mise en scène, tout simplement. Il n'a aucune idée qu'il joue en réalité à la suite de son jeu qu'il connaît depuis 20 ans. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, depuis l'annonce du jeu, même depuis Advent Children, c'est-à-dire depuis 15 ans, cette suite était en coulisses. Cela fait même 20 ans qu'un remake du légendaire FF7 était déjà discuté. Finalement, il a été annoncé en 2015 et jusqu'aux 40 heures de jeu de ce remake, on est complètement mindfucké. C'est un mindfuck de long terme, sur plusieurs années, jusqu'à la gifle finale. Un peu à la manière de Cloud qui se prend pour Zack, on prend ce jeu pour ce qu'il n'est pas. Comme pour nous mettre dans la même détresse psychiatrique que le personnage que nous suivons. On devient aussi perdu que lui sur l'identité des événements. C'est là où c'est génial, c'est cette manière de nous prendre au dépourvu. Ce plot twist est immense car il va au-delà des méthodes classiques. Il ne se base pas seulement sur un twist scénaristique, il utilise également notre réalité d'époque avec nos attentes classiques de ce que peut proposer un remake. Ce twist se base également sur nos souvenirs, mais aussi sur nos attentes depuis le marketing du jeu. Tout est utilisé dans ce twist. Il ne casse pas le 4e mur, il l'utilise. Il utilise notre réalité de connaisseur de Final Fantasy pour sa propre efficacité. C'est-à-dire que l'univers du jeu compte autant que notre univers à nous pour ce twist. Tout est là pour nous duper.
de la demande des fans d'un remake, du fait que FF7 Original est un pilier mondial du jeu vidéo, du marketing qui le nomme Final Fantasy VII Remake, et du sens communément admis de ce qu'est un remake à notre époque. Et même du fait que le jeu se passe plus ou moins comme nous l'attendions durant tout le long, jusqu'à la fin. Tout est là pour nous duper, pourtant sans jamais nous mentir. Et on le voit bien, parce que pendant 40 heures de jeu, le néophyte ne sera jamais laissé pour compte. Il va tout comprendre. Et le fan hardcore de Final Fantasy VII aura le droit à des petits clins d'œil que lui seul peut comprendre et qui vont bien le faire frétiller comme il faut. Tout ça, oui, mais pas à la fin. À la fin, le néophyte est complètement perdu. Il n'a aucun moyen de comprendre ce qui se passe, voire même de ressentir quoi que ce soit. La toute fin ne s'adresse que aux fans, ou plutôt aux connaisseurs de Final Fantasy VII original. À la fin, on nous éclate la réalité à la gueule. On nous la gifle et on ne la comprend qu'après plusieurs heures à encaisser le choc. La fin ne s'adresse plus qu'aux connaisseurs aguerris de Final Fantasy VII, et ceux pour qui s'applique tout ce que j'ai cité précédemment. Le néophyte ne comprendra strictement rien à cette fin, là où le joueur de l'original va se prendre une syncope mentale parce qu'il va comprendre sans comprendre avec exactitude ce qui est en train de se passer. Tant la gifle sera inattendue, pertinente et dépeinte avec art. Essayons de voir ça un peu plus en détail, notamment avec les Whispers. Les Whispers, ces personnages fantomatiques qui interviennent constamment lors des événements majeurs et qui empêchent certains moments de se produire. Ils sont bien sûr en réalité une métaphore des joueurs qui ont grandi avec Final Fantasy VII original. Ce remake nous fait lutter contre nous-mêmes, plus précisément contre les fans hardcore de Final Fantasy VII et ainsi contre notre envie et nos attentes de vouloir redécouvrir exactement le même jeu sous peine d'hurler à l'agonie au moindre changement. D'une certaine manière, c'est nous que nous combattons quand nous affrontons les Whispers. Les Deus Ex Machina, c'est nous en fait. Les mecs chiants qui parasitent les scènes, c'est nous, pas les réalisateurs. C'est nous qui empêchons les événements d'arriver, en voulant que l'histoire se déroule précisément comme nous l'attendions. C'est nous les gardiens d'un destin sans surprise. Génial, absolument génial de la part des développeurs d'avoir représenté ça de cette manière-là. Et surtout de nous le dévoiler aussi tardivement dans le jeu. Pendant tout le jeu, on a affaire à des trucs fantomatiques, on ne sait pas ce que c'est, on nous le dévoile pas, on nous le dit pas, et qui nous-mêmes nous énervent parce qu'ils empêchent certaines choses d'arriver. On commence à se demander, mais c'est quoi ? Je trouve que cette idée est absolument brillante. Cette représentation et cette longueur d'attente avant de comprendre ce que c'est magistral. De nous mettre comme ça face à nos propres défauts, avec cette subtilité d'art, grandiose. On nous confronte à nous-mêmes en tant que Deus Ex Machina. C'est nous le rôle insupportable de Deus Ex Machina. En vainquant les Whispers à la fin, on laisse à nouveau à l'histoire la possibilité de surprendre et d'être cohérente par elle-même. D'ailleurs, je vais même vous dire, il m'est arrivé plusieurs fois de gueuler contre eux, en me disant, mais bordel, mais qu'est-ce que c'est que ces Deus Ex Machina là ? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de sauver Barrett ? Pourquoi est-ce qu'ils empêchent Aerys qu'il lui arrive quelque chose ? Je me posais la question, je me suis dit, mais j'étais énervé après les réalisateurs, parce que j'ai trouvé le jeu génial, soit dit en passant, vraiment. Et j'étais énervé après les réalisateurs, je me suis dit, mais pourquoi ils rajoutent ça ? C'est insupportable. Je m'étais même dit, c'est le seul point noir du jeu, c'est quoi ce rajout ? Et en fait, ce rajout, c'était nous. Je me suis pris une claque quand j'ai compris ça. Et le fait qu'il nous fasse comprendre au bout de 40 heures, alors peut-être que plein d'entre vous l'avaient déjà compris, mais alors moi j'ai été pris au piège de bout en bout, parce qu'il n'y a pas que ça, mais de bout en bout j'ai été pris au piège, et quand à la fin j'ai compris que c'était une métaphore de nous-mêmes, mais quelle gifle. Une manière aussi habile que subtile de nous montrer avec une brutale douceur que le scénario sera novateur et que nous ne l'empêcherons pas. D'une manière plus réaliste, si on se place du point de vue de l'histoire, les Whispers sont l'incarnation des gardiens du destin dans le monde de FF7. Ils sont garants que les événements se produiront comme ils sont écrits. D'ailleurs, le jeu nous laisse des indices gigantesques quant à tout ça. En effet, tout le long du jeu, on voit bien qu'il se passe plein de choses qui ne se passaient pas dans l'original. On le voit bien tout le temps.
tout le temps 40 heures pour la partie de Midgar et encore sans trop faire les quêtes annexes, on se voit bien qu'il y a des choses qui ne se sont jamais passées. Et alors, bon, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas clairement, et je pense que la majorité on était comme ça, on se disait bah non, c'est normal, c'est un remake, il y a des rajouts, ils approfondissent l'histoire, les personnages, voilà, c'est des petits rajouts, ils approfondissent l'histoire, quoi, tout simplement. Que nous sommes naïfs. C'était absolument uniquement la preuve qu'on n'était pas exactement dans le même univers que l'univers qu'on connaît. Les Whispers nous le prouvent en agissant à chaque fois qu'un événement important est sur le point d'être modifié, tant la timeline est bouleversée. Les Whispers blessent Jesse lorsque Cloud s'apprête à ne pas venir au deuxième réacteur, sauvent même Barrett lorsque Sephiroth le tue, ou encore ils interviennent pour protéger Aerith pour ne pas qu'elle se fasse capturer trop tôt par la Shinra, et plein d'autres trucs. Les Whispers étant les gardiens du destin et une métaphore du joueur, ils sont là justement parce que des éléments commencent à être modifiés. Ils laissent tout ce qui est facultatif se produire, mais agissent lorsque ces éléments facultatifs commencent à modifier des événements majeurs de l'histoire que nous connaissons. Exactement à la manière d'un fan qui accepte certaines choses mais en sacralise d'autres. Et il semble que l'événement perturbateur qui vient bouleverser cette timeline est l'apparition du Sephiroth original. Et là aussi, on va voir à quel point c'est du génie. Sa simple présence produit une singularité de l'espace-temps et le perturbe, ce qui va nous obliger à affronter le destin lui-même. Ainsi, encore une fois, on est soumis au plan de Sephiroth qui, tout au long du jeu, nous montre de manière évidente qu'il en sait beaucoup trop. Il n'est jamais surpris par les Whispers du destin, et même les repousse en un revers de manche. Il en sait bien trop et nous le montre. Même à travers son sourire, son regard et sa façon d'agir, on est dérouté. Car ce n'est pas le comportement du Sephiroth original de ce moment-là. Et c'est normal, on a affaire à un Sephiroth aguerri qui sait exactement tout ce qui se passe et tout ce qui va se produire dans cette timeline dans laquelle il est. Autant l'image et le rôle des Whispers dans ce jeu est absolument incroyable et lourd de sens, autant la présence de Sephiroth est l'événement majeur qui transforme ce remake ensuite, en nous apprenant que ce Sephiroth qu'on voit est le Sephiroth original, celui qu'on a toujours connu, qui revient dans la timeline du jeu de l'époque. Et ce que je trouve le plus incroyable aussi, c'est qu'on le savait. On le savait. On avait des indices jusque dans l'affiche marketing du jeu. Sephiroth a une aile noire sur l'affiche, elle qu'il obtient pendant Advent Children. Depuis l'affiche marketing du jeu, donc bien avant sa sortie, on nous spoilait que c'était le Sephiroth original. Celui post-Advent Children. Du génie total. Et je vais même vous dire, moi quand j'avais vu l'affiche de ce jeu, j'avais remarqué ça, qu'on voyait l'aile noire. Puis je m'étais dit, d'ailleurs je me souviens en avoir parlé, j'ai dit tiens c'est bizarre, ils ont mis l'aile noire de Sephiroth, c'est quand même bizarre parce qu'il l'obtient pendant Advent Children. Complètement con, il l'a pas avant, c'est bizarre d'avoir fait ça. Puis j'avais fini par me dire, non, ils ont dû penser au design de l'aile noire bien après, ils l'ont inclus dans Advent Children, et puis du coup ils se sont dit, on va garder l'aile noire aussi dès à présent, dès le FF7 original, parce que voilà, c'est classe, c'est stylé. Je m'étais dit ça, ouais. Que nenni! J'étais à des années-lumière d'avoir la bonne conclusion, alors que c'était la plus évidente. Tout est encore plus clair durant le combat final. Sephiroth utilise la même pose que dans Advent Children lorsqu'il condense les nuages, sauf que cette fois il condense les débris de building. Il envoie dans des dimensions post-apocalyptiques, il maîtrise l'attaque Ange sans cœur, bien qu'il l'utilise depuis Crisis Core, puis il sort son aile noire. Il prononce également des phrases qui viennent de Advent Children comme « Shall I give you despair ?» Il semble pouvoir se servir des Whispers du destin dans certaines séquences, et il invoque déjà le météore, peut-être venant d'une autre timeline. Le météore. Le météore. C'est le truc qui est censé être le climax de fin de cette œuvre. C'est censé être le climax final. On l'a des Midgar. Est-ce que tu imagines quand tu te prends ça dans la gueule alors que pendant 40 heures le jeu était complètement cohérent et fidèle?
Est-ce que tu imagines? C'est-à-dire que tu arrives à un stade du jeu où normalement c'est fini. Tu sais que le jeu il se déroule que pendant Midgar. Tu sais que Midgar c'est que la première partie de l'original. Donc tu es tout content, tu as passé la tour Shinra, tu as vécu plein de trucs, tu as kiffé le jeu. Puis tu arrives là sur le bord de la route où normalement c'est la fin, tout le monde se sépare, etc. Tu t'attends à voir les crédits de fin et pouvoir commencer à les manger. Et là, tu te prends ça dans la gueule. Tu te prends cette fin dans la gueule. On nous sort le météore, tout l'enjeu du scénario. On nous le sort dès Midgar. On nous gifle au visage que le Sephiroth que nous voyons est le Sephiroth original. Il a déjà tout vécu et possède déjà toutes les capacités qu'il a acquises à travers chaque opus, alors que nous sommes censés être au tout début de l'histoire. C'est à ce moment-là qu'on comprend. Et si on ne comprend pas tout de suite, on devient fou en voyant tout ça arriver maintenant, à ce moment du jeu. Et surtout tout d'un coup, alors que tout se passait bien jusque-là depuis au moins 40 heures, tout se passait normalement. On nous gifle la révélation à la gueule, sans temps mort pendant 1 heure d'affilée, sans jamais nous la dire explicitement, mais en nous la montrant, en nous l'explosant au visage dans un plot twist qui monte crescendo jusqu'au climax absolu sublimé par un One-Winged Angel aux sonorités plus épiques que jamais. Je me suis rarement fait gifler avec autant de pertinence et de passion. Une gifle artistique cosmique. La musique elle-même nous le fait ressentir, devenant d'une part un mixte de One-Winged Angel et de Those Chosen by the Planet, pour enfin devenir un One-Winged Angel revisité aux sonorités désormais aussi épiques que terrifiantes, avec notamment le fil conducteur de la musique qui s'emballe totalement, doublant les passages, excitant les voix, rompant avec la cohérence et l'ordre de la musique originale qui avait pourtant suivi toutes les autres versions de ce son. Tous les autres sons alternatifs qui avaient été faits de cette musique avaient plus ou moins suivi le bon ordre. Cette musique refaite nous donne alors le sentiment d'un Sephiroth à la fois omniscient et omnipotent, qui a bouleversé les codes établis bien au-delà de tout ce qu'on a pu connaître. D'ailleurs, le thème d'Those Chosen by the Planet, que l'on entend plus tôt dans le jeu, est lui aussi rendu bien plus horrifique, nous laissant présager un Sephiroth bien supérieur à la menace qu'il était, en décuplant le sentiment de méfiance et d'angoisse à travers ses sonorités. Et si on regarde bien, c'est peut-être moi qui m'emballe un peu sur le coup, mais même Aeris semble donner l'impression qu'elle aussi se doute qu'il se passe quelque chose de pas cohérent. C'est évidemment le genre d'œuvre que tu ne refais jamais 2 fois de la même manière. Quand tu refais le jeu après avoir vu cette fin, tu le redécouvres totalement. Tout était annoncé dès le début, rien n'était hasardeux. Une autre manière de voir ça à mes yeux, c'est un message des développeurs. Puisque 99% du jeu se déroule comme l'original, avec plus d'approfondissement. Les développeurs semblent nous envoyer le message suivant. Voilà, vous avez joué à une version sublimée de votre jeu d'enfance. Tout le long du jeu, nous vous avons montré qu'on se bat contre vous parce qu'on veut refaire l'histoire de FF7. Et à la fin du jeu, on parvient à se défaire de cette contrainte qui est la vôtre. Vous avez eu la première partie du remake de manière fidèle, maintenant on s'occupe du reste. C'est très intéressant de nous avoir donné exactement ce qu'on voulait en guise de première partie, pour tout à la fin nous annoncer que maintenant ils vont prendre les rênes et ils vont faire ce qu'ils ont en tête. Je trouve que cette manière de nous l'annoncer, qu'on soit content ou pas content de ça, est tellement artistiquement originale et pertinente qu'on peut que être subjugué. Bon, maintenant on va voir un petit peu tous les détails spéculatifs. On va pas trop rentrer dans le détail parce que j'aime pas trop ça et puis ça sert à rien, c'est que de la spéculation, mais on va quand même faire un petit état des lieux 2 secondes de ce qu'on peut spéculer. Comme bien sûr une question qu'on se pose beaucoup, Zack est-il en vie dans cette timeline depuis que le destin a été vaincu? Ou est-ce que c'est une autre timeline parallèle dans laquelle on voit Zack survivre? Peu probable que les événements du passé, c'est-à-dire avant de vaincre le destin, soient modifiés, puisque les Whispers empêchaient les modifications des gros événements. Pour autant, il est difficile de savoir si avoir détruit le destin a une fonction rétroactive. Il est également probable qu'il y ait 2 Sephiroth dans cette timeline, celui du cratère nord, qui est dans la tête de Cloud et qui s'incarne via les cellules de Jenova comme dans l'original, et le Sephiroth, du futur, qui est de retour. Par ailleurs, on peut se poser la question de s'il y aura plusieurs timelines qui s'entrechoquent. On voit d'ailleurs bien Aeris ressentir que Zack est en vie dans une autre timeline à travers cette phrase « I missed it, the still sky ». Dans l'original, elle ressentait bien la mort de Zack au moment où il trépasse, et ressentira Zack à travers Cloud. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un tout petit peu des 7 secondes dont parle Sephiroth à la fin.
Ça, je vous avoue, je n'ai pas trop su. Donc je suis allé chercher sur internet ce qui se disait plus ou moins par rapport aux 7 secondes que propose Sephiroth. Il s'agit en réalité, donc vous vous souvenez, hein, à la toute fin du jeu, il se retrouve dans les confins de la création. Et Sephiroth dit à un moment donné à Cloud qu'il a 7 secondes pour tout terminer. Et qu'est-ce qu'il va choisir pendant ces 7 secondes. Donc cette phrase était très énigmatique. Surtout que moi, on venait de s'encaisser 2 heures pleines de gifles et de chocs dans la gueule. Donc là, voilà, il y avait déjà trop d'autres trucs à comprendre que cette phrase mystique. Du coup, je me suis posé la question. Donc ces 7 secondes pourraient apparemment, c'est de la spéculation, hein, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, pourraient représenter les 7 secondes du temps que la rivière de la vie a pour vaincre le météore tout à la fin, le temps que les dernières secondes qu'elle a pour pouvoir vite sortir à temps et vaincre le météore, il y a 7 secondes, ou ça représente aussi les 7 secondes où Aerys se fait planter par Sephiroth. Le choix de Cloud serait donc soit de sauver Aerys, qui ne pourra alors plus contrôler la rivière de la vie contre le météore, et donc laisser Sephiroth gagner. Ou bien l'autre choix serait de laisser à nouveau Aerys mourir, et donc lui laisser l'opportunité de vaincre le météore via la rivière de la vie. Ce Sephiroth sait le potentiel de Cloud et veut s'en servir. À partir de là, on peut aussi se demander si ce Sephiroth utilise uniquement sa conscience à travers le temps, via la rivière de la vie, pour influencer les événements, ou bien s'il est réellement présent physiquement. Est-ce qu'il provoque des visions, et notamment des visions du futur, aux personnages principaux pour influencer le destin, via la rivière de la vie réputée intemporelle par exemple? Ou est-ce qu'il manipule réellement physiquement l'espace-temps? On peut se poser la question, puisqu'il semble avoir besoin de Cloud, pourquoi ne pas avoir détruit le destin lui-même par exemple? Il semble avoir besoin de Cloud et il semble également manipuler Cloud, comme dans l'original, mais cette fois pour autre chose. Il semble manipuler Cloud pour qu'il lutte contre le destin, et Cloud l'accepte. Alors que le destin, il est pourtant favorable au but de Cloud. Enfin bon, tout ceci n'est que spéculation, théorie, donc c'est pas hyper pertinent d'en parler. Mais ça donnera peut-être lieu à quelques débats houleux dans les commentaires. Le jeu nous montre bien que les événements futurs sont probablement modifiés. Les personnages se mettent à voir le futur qui leur était destiné pendant le combat contre le destin, notamment avec Nanaki Red 13 dont on voit la fameuse scène post-crédit du FF7 original, ou encore la mort d'Aerys qui leur sont dévoilés. Ces événements semblent être annoncés comme modifiés ou rendus incertains par la singularité qu'est probablement Sephiroth. Ce qui est certain, c'est que l'art et la manière de nous proposer cette suite à travers l'annonce d'un remake et la manière avec laquelle on nous gifle la réalité au visage à la toute fin en nous prenant complètement au dépourvu, touche au grandiose. Bon, et une petite critique un peu négative, qui est un peu mauvaise langue de ma part, mais c'est que celui qui est aux commandes, c'est Nomura. Et Nomura, il est quand même pas mal connu pour confondre intéressant et complexe. Notamment dans Kingdom Hearts 3. Et il est capable de faire des scénarios très casse-gueule. On est très loin d'un Kojima, ou d'un Yoko Taro, ou d'un Tsuboyama. Mais là, je suis de mauvaise foi, parce que force est de constater un sacré talent via ce premier opus. L'autre risque, qui moi m'effraie aussi un petit peu, c'est que le jeu devienne trop lisse. J'en sais rien, hein. Mais là, voilà, on finit la première partie de Midgar. On a Biggs, Wedge et Jesse qui sont probablement pas morts, comme ils devaient l'être normalement. Donc au final, on n'a aucun mort du côté des protagonistes. FF7, c'est quand même un jeu réaliste et mature. À la limite, là, c'est la première partie, pourquoi pas. Mais s'il n'y a pas un peu de drama, ça risque de casser le réalisme, vu la guerre qui va se mener. On peut aussi voir ça d'ailleurs d'une autre manière, plutôt avec un autre point. C'est tout cet arc sur la discussion de l'effet de la bombe de Jesse. Quand Jesse pose sa bombe dans le réacteur, ça pète et au final ça fait plein de victimes innocentes. Ça ne détruit pas que le réacteur. Et du coup Jesse, elle passe tout un arc à pas s'en remettre, à essayer de comprendre pourquoi est-ce que le réacteur, sa bombe a fait des morts, alors que c'était pas l'objectif. Et normalement, dans le jeu original, dans le FF7 original, il n'y a pas ce débat moral dessus. C'est en mode, c'est des éco-terroristes, et les mecs sont en mode, on a fait péter le réacteur, il y a eu des dégâts collatéraux, voilà, c'est comme ça. Et il n'y avait pas de débat là-dessus. Là, dans ce jeu, on nous fait un gros passage sur ce débat-là. Merde, j'ai tué des gens, je voulais pas.
Et en plus, on nous le justifie, à nous, joueurs, on nous le justifie en montrant qu'en fait, c'est la Shinra qui a trafiqué pour faire en sorte que ça explose encore plus, que du coup, ça fasse des victimes, et que du coup, les médias puissent manipuler l'esprit en disant, bah voilà, regardez ce que font Avalanche, regardez ce que fait ce groupe éco-terroriste, vous voyez, ils sont vraiment pas cool, faut les détester, etc., ils ont fait des morts. Donc voilà, c'est comme ça qu'on nous le montre, alors que ce sujet autour de ce réacteur-là n'était pas du tout présent dans l'original. Donc là, on voit bien qu'ils essayent un maximum, en tout cas là, de lisser les personnages qu'on va suivre. Et il n'y avait pas ce lissage à l'époque. Donc voilà, moi j'espère qu'on n'aura pas un côté trop lisse, et j'espère que surtout le principal, c'est que l'histoire reste aussi dramatique et mature qu'elle était dans l'original. Je pense qu'on est vraiment en droit d'attendre ça pour le coup. Même si ça ne suit pas les mêmes événements, j'en sais rien de ce qu'ils vont faire, mais voilà, que le ton reste mature et quand il faut, dramatique. Néanmoins, en ce qui me concerne, avoir décidé de faire cette suite dans une timeline du coup alternative par essence est pour moi une idée parfaite, parce que du coup, ils ne vont pas toucher aux matériaux de base. Parce que même si ça avait été un simple remake classique, il y aurait forcément eu des modifications, des apports, etc. Là au moins, on est certain, en jouant à ce jeu et aux suites qu'il y aura, qu'on joue sans dénaturer l'œuvre originale. L'œuvre originale ne sera pas touchée du coup. Même si ça se passe à ce moment-là, c'est une autre timeline. Du coup, faire ce remake suite de cette manière, c'est en réalité très respectueux du matériau original qui ne sera pas dénaturé. En tout cas, cette fin est d'autant plus couillue en étant dans le remake d'un des jeux les plus reconnus au monde. Un des plus gros piliers du jeu vidéo. Cette nouvelle œuvre était donc mondialement attendue au tournant. Extrêmement ballsy d'avoir fait ça. Faire un simple remake du jeu aurait amplement suffi et aurait contenté la majorité. Et clairement, il n'y aurait pas eu cette fin, ce jeu aurait déjà été incroyable de perfection au niveau de sa narration, de son développement, de sa mise en scène, qui redonne vie de façon la plus magistrale au mythe qu'est Final Fantasy VII. Mais ils ne s'en sont pas contentés. Ce remake se veut au niveau de gigantisme que l'était l'original à son époque, en nous proposant encore une fois du jamais vu, de la manière la plus pertinente et artistique qui soit. Bon, je crois que vous l'avez compris, cette fin m'a plu, ou plutôt m'a éclaté la gueule contre un mur pendant 6 heures sans temps mort. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à avoir des bons gros débats dans les commentaires, mais tout le monde, même si vous avez détesté le jeu, même si vous êtes fan d'Animal Crossing, ou que votre seule connaissance vidéoludique c'est Assassin's Creed, vous avez le droit de participer. C'est une chaîne libre. Bon, quant à moi, je vais retourner me mettre en PLS dans une douche froide, et je vous transmets salutations.